bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue. Je suis votre hôte Pomme la Pomme pour l'émission Et pourquoi tu joues pas à, où j'invite un rôliste pour nous présenter un jeu de rôle de son choix à travers 7 questions. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clément de Ruyter, dessinateur et réalisateur dans le cinéma d'animation. Peut-être que vous le connaissez comme le co-réalisateur de la série d'animation Donjons et Chatons, à ne pas confondre évidemment avec le JDR du même nom, mais je voulais en parler quand même. Mais il est aussi homme de multiples talents, car il est illustrateur de jeux indépendants, tels que Tour de garde de Sandrone, qui vous met dans la peau d'aventuriers perdus dans un cruel donjon, ou bien encore de Aventure à plume de Con Martin, dans lequel on incarne des oiseaux anthropomorphes vivant des aventures pulp. Mais ça ne s'arrête pas là non plus, car Clément est aussi auteur, d'une part de fanzines divers, mais aussi de JDR. Et c'est de ça qu'il va nous parler aujourd'hui, avec le jeu de rôle Donjons et Chatons, un jeu de rôle et d'aventure qui se déroule dans un univers original mêlant contes animaliers, Moyen-Âge fantastique et monde post-apocalyptique. Bonjour et bienvenue Clément, comment est-ce que ça va ? Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et ça va très bien. J'ai juste paniqué parce que j'ai regardé le retour Twitch et j'ai pas vu que ça s'allumait tout de suite, mais en fait c'est juste parce qu'il y a de la latence, donc tout va bien. Oui, une légère latence, pas de panique, tout va bien. Bienvenue Clément, merci aussi à toi de venir, c'est très sympa, c'est toujours un plaisir de recevoir des passionnés et des auteurs. Comment tu te sens ? Heureux d'être ici ? Oh oui, très heureux. Et puis, moi, je suis toujours content de parler de jeux de rôle. Quand tu m'as demandé un peu de quel jeu on pourrait parler, j'avoue que j'ai tellement la tête dans le guidon de Donjons et Chatons que je me suis dit que ça serait peut-être plus simple que je parle de ça. Mais voilà, donc ça va très bien. Ah ouais, je comprends, hein. C'est vrai que j'envoie toujours du coup aux invités les questions en avance et il y a un côté un peu intimidant quand enfin je sais pas ce que t'en penses, mais je comprends que quand tu te sors le pavé là des 7 questions avec en gros le but de chaque question, tu te dis ok, il va falloir que je fasse mes devoirs, là, il va falloir que je fasse serein, donc c'est toujours plus simple de parler d'un truc où tu te sens à l'aise, mais évidemment pas de pression. Tranquille, ça va bien se passer, on est à l'aise. Est-ce que tu veux compléter un petit peu peut-être l'introduction que j'ai fait sur toi ? Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Nous parler de choses ou pas forcément ? Ouais, non, mais l'introduction elle était très très bien, t'as très bien résumé. Donc oui, moi à la base je suis plutôt dans le milieu du cinéma d'animation, où j'ai un peu traîné mon dessin, mes concept art dans pas mal de séries, dans des studios parisiens, et depuis quelques années j'arrive à co-réaliser mes projets, et donc Donjons et Chatons, mais son itération en dessin animé, c'est le deuxième projet que je co-réalise du coup. Ok. Voilà. Et le jeu de rôle et l'illustration de jeu de rôle, c'est vraiment plus un hobby, mais qui commence à prendre des proportions, puisque ça se passe plutôt bien avec le jeu d'aventure Donjons et Chatons. Tant mieux. Donc ouais, je continue à travailler un peu dessus. C'est trop cool, ouais. Ça fait plaisir hein, d'entendre que ça se passe bien, que ça prenne un petit peu. Et ça tombe bien parce que du coup tu vas pouvoir nous en parler plus en détail aujourd'hui. Est-ce que on peut commencer, c'est bon pour toi, ou est-ce que tu veux tu veux parler d'autre chose avant, faire un petit aparté ? Non, on peut y aller, tout va bien. Eh bien, allons-y, Clément, avec la première question du coup. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Donjons et Chatons ? Alors rapidement, Donjons et Chatons, c'est un univers de jeu de rôle médiéval fantasy, où on va incarner des animaux anthropomorphes, et des chatons en particulier, qui se font bannir du royaume des chats, d'une grande tour qui s'appelle l'Arbre à Chat, par un méchant roi qui trouve qu'il n'y a pas assez de croquettes pour tout le monde. Et dans son infinie bonté, il nous propose de revenir avec un trésor, un truc stylé, qu'on trouverait dans les régions environnantes, pour avoir le droit de vivre à nouveau dans l'Arbre à Chat. Donc c'est une espèce de quête initiatique forcée par un tyran. Ok. Et c'était moi c'était ce qui me passionnait, notamment à la lecture de jeux d'Heroic Fantasy comme Donjons et Dragons, ou comme un autre qui s'appelle Behind the Wall and Others Adventures. J'aimais le fait qu'on commence à un tout petit niveau, et qu'on passe les portes d'un monde trop grand pour soi. Et donc c'était un peu cette vision-là que j'avais au départ qui m'intéressait. Et comme j'avais envie d'y coller plein de références graphiques diverses, en fait, même si j'ai dit au début que c'était un monde de medieval fantasy, c'est un peu faux.
plus les chatons vont s'aventurer dans les régions qui sont loin de l'arbre à chat, plus ils vont se rendre compte que les échelles sont de plus en plus étranges et bizarres et qu'on arrive dans un monde de post-apo en fait. On vient après une humanité qui a l'air d'avoir disparu. Et les animaux font civilisation comme ils peuvent là-dessus. Donc voilà un peu le Ok. cadre de Donjons et Chatons. Pour le coup, c'est super original je trouve, de vouloir associer un univers qui se veut mignon et tout public avec de la post-apo. Ça a l'air assez antinomique, ces deux notions. Ça t'est venu assez facilement comme idée? En fait, je pense que c'est venu de beaucoup de... Enfin, je pense que beaucoup de choses l'ont déjà fait. Ouais. Euh, mais en fait, le truc qui m'a toujours plu, c'était dans le mignon et le dur, entre guillemets, c'était... c'est un peu dans les références du livre, hein, mais par exemple, des livres pour enfants comme Okilele de Claude Ponty, où Ouais. tu vas suivre un petit monstre qui vit dans une famille de monstres, mais qui est apparemment plus moche que les autres, et donc à sa naissance, tout le monde l'appelle Okilele. Ah, d'accord. Et, et en fait, il s'en va, et dans ce livre, il est accompagné d'un petit réveil, et c'est un univers qui est très bizarre, qui est très étrange, qui convoque plein de graphismes et presque de collages d'univers différents. Tu sais jamais vraiment trop où tu te situes, c'est un monde complètement fantastique. Mais il y a des vrais moments un peu flippants et il y a des moments de cosy complet. Et Ok. je trouve que le mignon s'exprime d'autant mieux si autour il fait froid et c'est triste parfois. Je Mhm. pense qu'il faut un contraste. En fait, si tout est doux, réconfortant et rassurant, on peut faire des très beaux univers, mais je trouve qu'on chérit pas assez la mignonitude de l'instant. Oui, non, Donc c'était je comprends très voilà. bien, ouais. Et il y a beaucoup d'œuvres qui cherchent ça, que ce soit vraiment les Bilbo le Hobbit ou les choses comme ça. Mm. Tu vas vraiment avoir des moments très réconfortants de feu de camp, de réunions, de moments d'amitié et de camaraderie, de choses belles, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose de plus en contraste de ça. Ouais, je comprends bien. J'en profite, je dis bonjour à tout le monde dans le chat et bienvenue. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Et si vous voulez juste lurk, comme je le vois, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Salut! Si, alors, exercice un peu compliqué, mais j'essaie de le demander à chaque fois. Si tu t'en sens, tant mieux. Est-ce que, si tu devais convaincre quelqu'un en une phrase d'essayer Donjons et Chatons, tu lui dirais quoi? Euh, En une phrase. Allez, t'as le droit à une longue phrase. T'inquiète, tu Ouais. peux faire des Moi, je, points-virgules. je dirais que la force de Donjons et Chatons, c'est que dans son comment on l'a conçu, c'est un jeu en fait qui s'adresse vraiment aux débutants. Euh, et c'est un jeu qui est rempli de conseils parce que avec mes co-auteurs John Grumpf et Trikitov, on s'était dit ça sera peut-être le premier jeu que des familles ou qu'un groupe d'amis va acheter. Et il faut pas qu'on leur lâche la main. Donc en fait, il y a plein d'articles à l'intérieur qui sont très intéressants sur des choses très simples comme se rassurer avant une partie, savoir gérer les temps de parole, savoir gérer ouais, l'aspect social qui va se passer autour de la table. Mhm. Et en plus de ça, je pense qu'on a un univers qui est engageant, qui est assez secret, mais qui en même temps permet de jouer à différents niveaux effectivement de granulosité en termes d'ambiance. Donc je Ouais. pense que vous allez avoir plein d'ambiances possibles, plein de découvertes possibles, un système qui va pas vous casser la tête et des conseils de jeu. Donc c'est ça que je pense qui me dirait que c'est un bon jeu pour compléter sa collection ou pour en démarrer une de collection de jeux de Ok. rôle et de se lancer dans ce loisir merveilleux. Ok. Non, mais c'est très bien. Je trouve que c'est très intelligent, une très bonne optique de design et de réflexion pour le jeu. De mettre l'accessibilité, du coup, si je comprends bien, au centre du projet, quoi, de réfléchir de A à Z. Et ça me permet d'ailleurs de faire une transition avec la deuxième partie, sauf si tu veux compléter quelque chose sur cette partie de présentation rapide du JDR. Non, non, on peut y aller. Passons à du coup la deuxième question. Qu'est-ce qui t'a poussé à essayer ce JDR? Ou, vu que tu es auteur, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce JDR? Donc, si j'ai bien compris, à la base, il y avait du coup la série Donjons et Chatons. Euh,
Et j'imagine que le JDR, corrige-moi si je me trompe, c'est fait en continuité de cet univers? Alors c'est là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait, pas tout à fait. Ouais. En fait, moi j'ai toujours créé des projets de série avant de créer des JDR. J'ai découvert le JDR plus tard. Mmh. Et en fait, c'était à la base un projet de série contrarié qui ne trouvait pas preneur, qui est devenu un JDR. Et à peu près à la même période, je trouve un studio qui est intéressé pour l'adapter en série. Mais du coup, le matériel du jeu était encore en création. Il n'était pas complètement figé. OK. Donc les deux projets sont vraiment pas une adaptation l'un de l'autre, mais plus deux projets frères ou cousins. Et ils progressent chacun sur leur rail. Euh, Ce qui en fait moi me plaît beaucoup, et là je vais retomber un peu sur la question, c'est que euh, pour moi en fait la partie animation me permet d'aller plus loin que ce que j'ai fait d'habitude dans l'animation, de pouvoir expérimenter des choses vis-à-vis de la narration. On a eu nos diffuseurs ont accepté qu'on fasse une histoire feuilletonnante avec des épisodes qui se suivent et qui durent 20 minutes. C'est un format qu'on n'a jamais eu nous. Avant, moi je faisais que des épisodes de 11 minutes et qui bouclaient sur eux-mêmes. OK. C'est-à-dire qu'on peut pas écrire de saga, on doit plutôt faire des histoires qui se résolvent à la fin. Ouais, je Euh, comprends, ouais. voilà. Et donc là, en fait, c'était exceptionnel de se dire qu'on avait ce champ des possibles. Donc on s'est servi entre guillemets dans ce que j'avais déjà esquissé pour le jeu de rôle, plutôt dans Mmh. ma partie d'ailleurs évidemment que dans celle de mes co-auteurs. On a plutôt pris dans mes idées originales pour créer une histoire pour l'animation qui soit teintée de l'esprit de Donjons et Chatons, Mmh. avec des clins d'œil, des rappels et des choses comme ça, mais qui soit aussi quelque chose à lui. Et le jeu de rôle, en revanche, c'est aussi pour ça que pour l'instant, je l'illustre seul ou avec l'aide de ma compagne, avec qui voilà, on a à peu près le même style de dessin et elle aime bien dessiner dessus et donc on dessine à 4 mains dessus parfois. Mais Oh, je stylé. l'illustre plus seul parce qu'en fait, enfin seul ou en tout cas je mets tout en forme et en couleur parce que c'est plus mon jardin d'expérimentation, on va dire. OK. C'est quelque chose que j'arrive à déconnecter du professionnel, même si ça devient de plus en plus une activité semi-professionnelle, Mmh. euh, vu le temps que ça prend. Ouais. Et je pense même que le choix de choisir cet univers à tiroir médiéval fantasy, mais post-apo, qui peut tirer vers la science-fiction, c'est un moyen pour moi en fait de déverser toute ma créativité. C'est-à-dire qu'à peu près tout peut rentrer dedans. Il y a des thèmes que j'ai envie d'aborder et des designs que j'ai envie de proposer. C'est comme ça que je l'ai conçu. Et donc ce qui m'a poussé à le créer, ce JDR, c'était d'essayer de me créer une boîte à outils, un monde dans lequel j'allais pouvoir dessiner presque sans fin et visiter les lieux avec les personnages et avec les co-auteurs qui se grefferaient au projet au fur et à mesure, Mmh. pour continuer à m'amuser et à expérimenter. OK. Donc voilà, alors que la partie animée, elle a quand même une fin, c'est-à-dire que par exemple, les personnages, ils peuvent pas changer de design d'un plan à l'autre. Oui, Il faut les conserver, faut bien sûr. poser des chartes graphiques très fortes, ce qui est un autre exercice qui est intéressant, mais qui est parfois aussi frustrant. Et donc, heureusement que j'ai cette petite bulle de JDR à côté pour faire ça. OK, ouais. C'est intéressant, parce que du coup, il y a, moi, la question qui me vient en tête, c'est pourquoi le JDR en particulier? J'entends qu'il y avait, l'animation, du coup, à la base, la réalisation, mais pour faire tes expérimentations sur le côté, tu aurais eu plein d'autres médias possibles. Tu aurais pu faire, je sais pas, par exemple, une BD. Est-ce qu'il y avait une raison qui t'a poussé vers le JDR en particulier? Ouais, carrément. Alors, la BD en plus a un statut très étrange par rapport à l'animation, c'est que Mmh. les gens dans la BD en vivent parfois difficilement, même assez souvent quand ils commencent, et tant qu'ils n'ont pas fait une vente assez conséquente. Ouais. Et nous, en plus, alors comme on bosse dans l'audiovisuel, c'est un peu différent. On est parfois un peu plus anonyme, un peu plus noyé dans une masse de travailleuses. Mmh. Et en fait, ce que je trouve étonnant, c'est que quand on apporte des projets originaux en venant de l'animation, souvent les producteurs et les diffuseurs nous disent vous voulez pas d'abord faire une BD Ah ouais? pour voir si ça marche. OK, Et on ouais. est là, fait, bah
bof, enfin, moi à la base je veux faire du dessin animé. Donc en fait pendant longtemps j'ai été bloqué par ça, par le fait que je voulais réellement faire que de l'animation, pas de bande dessinée, pas de roman graphique, voilà, l'animation c'était tout pour moi. Ok. Et en fait à un moment assez tard, donc vers mes 26-27 ans, je fais la rencontre de Axel, un ami, qui avait une chaîne YouTube qui l'a toujours d'ailleurs, qui s'appelle Jeudi JDR, et je commence à jouer au jeu de rôle avec lui. Ok. Et je me rends compte en fait, mais presque plus que du côté vertueux du truc, où en fait je me rends compte que le jeu de rôle, c'est un côté très niche, et ça je crois que ça me plaît, il y a un côté un, un peu mystérieux que je suis en train de découvrir. Donc ça c'est cool. Et je me dis, ah mais en fait ça mélange un travail d'illustration, il y a aussi du game design, comme si on faisait des jeux vidéo, mais j'ai pas besoin de Mhm. me prendre la tête avec le code, je dois plus apprendre à coder avec des dés et du papier. Ouais. Et en plus il y a un travail de world building, et il y a une espèce de liberté aussi graphique, parce que souvent, comme c'est fauché, on fait appel à quand même plein d'illustrateurs pour faire un peu leurs dessins un peu à tous les endroits possibles de la maquette. Mais du coup, parfois, il y a certains jeux qui ont une cohérence un peu difficile entre les illustrations. Et en fait, moi, ça m'a fasciné. Je me suis dit que on pouvait faire des espèces d'atlas. Pour moi, je les ai vus comme des atlas à jouer. Euh, voilà, des boîtes à outils d'univers avec quelques règles et des dessins, plus ou moins évocateurs. Et en fait, j'ai trouvé l'objet incroyable. Je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant que de la bande dessinée, du roman graphique. Et parfois même, je me suis dit, c'est même plus intéressant que l'anime. Et là, ça m'a fait bizarre. Mais je pense quand même que l'animation, ça reste la chose que je préfère au monde. Mais vraiment, le jeu de rôle est venu challenger ça dans mon imaginaire et dans ma façon de concevoir des univers. Mhm. Et je crois qu'en fait, il y a aussi un lien qui est étonnant, c'est que dans l'animation, même si les choses sont très normées, on travaille énormément en équipe et il y a besoin de beaucoup d'écoute entre les pôles pour qu'on sache qui fait quoi et si tout va bien s'imbriquer à la fin, les décors, l'animation, les effets. Il faut vérifier que tout est raccord. Et en fait, finalement, ce fonctionnement qui est pas du tout comme un écrivain en solitaire, en fait, ça me plaisait un peu dans le JDR, dans le fait que quand on crée de la fiction, elle est collaborative, elle est en espèce de brainstorming permanent sur ce qui se passe autour de la table. Ouais. Donc en fait, ça m'a séduit et c'est vraiment quelque chose d'assez majeur. Ouais. Ok. Bah, en vrai, c'est super cool que ça te plaise autant. Alors moi, j'ai une Ouais. question corollaire qui me vient. Du coup, ça a l'air d'être un projet très personnel. Comme tu dis, c'est un petit peu ton terrain d'expérimentation. Est-ce que du coup, j'imagine que l'un de tes objectifs principaux pendant la création, c'était de créer un jeu auquel tu voulais jouer toi-même. Ouais, complètement, complètement. Et, euh, et ça, en fait, ce qui m'étonne, pas dire étonnant tant que ça, mais en général, quand on fait quelque chose d'aussi personnel, euh, ça a tendance à être un peu antinomique avec l'idée d'être très accessible et tout public. Parce que plus tu fais quelque chose à l'image de ce que tu veux faire de toi, plus ça va te ressembler et moins ça risque d'être accessible. Alors oui, mais alors c'est vrai, mais en fait, moi je pense l'inverse. En Mhm. fait, je pense que quand alors il y a deux questions en une pour moi, mais Vas-y, vas-y. quand tu fais les choses de façon très personnelle, euh, tu cherches aussi. En fait, il y a ce que j'appellerais enfin, c'est de la sincérité en fait, et il y a une Ok. forme dans la pratique de faire quelque chose de sincère. Donc là, pour Donjons et Chatons, par exemple, c'est une, on va dire une espèce d'exubérance au niveau, je pense, de la quantité d'illustration, du ton, de la douceur qu'on essaye de faire. Mhm. Je pense que c'est un produit qui est, un produit, c'est voilà, j'ai utilisé le terme, Non, un bon. produit qui est finalement pas justement de marketing en fait. On a essayé vraiment de. Moi j'ai commencé le jeu de rôle justement par des publications d'auteurs, par des gens qui s'auto-publiaient, Ok. comme John Grumpf, comme Johan Scipion pour Sombre, comme Mhm. Romaric Briand ou comme Martin. Et en fait ça m'a fasciné cette scène-là. Et en fait je me suis dit qu'ils étaient très personnels dans leur approche des jeux, très ouais, à vouloir vraiment parler d'eux, ou enfin parler de leur obsession en tout cas, Ouais. et que du coup ça résonnait très fort en moi. Là Ok. où une œuvre qui essaye de parler à tout le monde,
elles sonnent creux, hein. Enfin, Mhm. tu restes un peu à l'entrée Ouais, en bah oui. disant oui, voilà. Donc Mhm. moi je pense que plus on essaye de parler à soi, plus on peut potentiellement toucher beaucoup de gens. Heu, et parce qu'il y a cette sincérité. Et ensuite, la seconde question, je pense aussi que quand on bosse seul, sur un jeu de rôle et que c'est son univers, son bébé et tout, il y a ce piège, effectivement, tu as raison, mais là, c'est plus de la mécanique. C'est si tu restes longtemps sur une mécanique, souvent, tu vas vouloir ajouter des systèmes et des sous-systèmes. Ça, c'est plus dans le truc de game design. Et Ouais. pareil dans le lore, tu vas te dire, en fait, j'ai besoin de 40 espèces d'elfes différentes parce que en fait, sinon c'est pas un vrai JDR s'il y a pas un catalogue d'options et de trucs comme ça. Et en fait, heureusement, bah, comme encore une fois, j'ai commencé avec des auteurs et qui fonctionnaient sur vraiment du fanzina et des livres vraiment très fins. En fait, assez vite, quand tu regardes les jeux de Grumpf ou de Johan Scipion, il y a un design de la soustraction en fait. Et ça devient hyper intéressant de se dire, ok, mon idée elle marche, et à quel point quand j'enlève des trucs, elle marche encore. Ça, c'est un truc qui me fascine. Et, et je pense que, notamment parce que j'aime mener des jeux qui peuvent rester assez frais dans leur système et dans leur pratique, Mhm. je pense que c'est super important. Voilà, pour moi, un bon jeu de rôle, c'est un univers dans lequel je reconnais les obsessions des gens qui l'ont créé, et je me dis, ah, j'entre vraiment dans un truc qui est à eux, et je prends plaisir à découvrir les secrets, voilà, l'univers qu'ils ont à me proposer. Et en plus de ça, que je sens qu'il y a une réflexion il m'ait réellement tendu la main pour que je rentre. Que ça soit pas trop obtus de comprendre, de tout comprendre ensemble. Parce qu'on leur demande quand même une charge mentale assez importante. On leur dit, c'est un nouvel univers, il y a des règles qui vont avec, et puis en même Bien temps, il va sûr. falloir que tu sois un bon comédien pour présenter tout ça autour de ta table. Allez, amuse-toi. Ouais, donc, ok. Donc faut réussir à tendre la main aux gens. En, voilà, le design par soustraction, c'est bien. OK, oui, non, je comprends, ouais, de pas vouloir trop charger, que c'est un équilibre, compliqué du coup, entre, bah, voilà, exprimer ce que tu veux, pouvoir, aller au bout de tes idées, mais en même temps ne pas, noyer, heu, bah, celui que tu invites dans cet univers, sous la masse d'informations. Et ça me permet en plus, tu as évoqué du coup le lore. Enfin, sauf si tu veux rajouter quelque chose vis-à-vis de l'idée Non, et la non, création de Donjons et Chatons. non, non, vas-y. On peut parler du coup du lore et de l'ambiance de Donjons et Chatons. Qu'est-ce que c'est en gros le lore, s'il y en a un qui est au centre? Donc tu as commencé à nous présenter un petit peu. Est-ce que le lore, il y a du gros crunching, grosse présentation de l'univers? Est-ce que c'est plus secondaire ou vraiment c'est un setting général et après tu fais ce que tu veux? Et surtout l'ambiance qui a l'air au centre, qui a l'air, très, feel good, j'ai l'impression, en tout cas, qui se veut assez rassurante. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors, le lore, c'est, comment dire? Ça va vraiment, pour moi, c'est un univers qui est entre, alors c'était vraiment un truc qui était difficile à tenir au début, comme l'ambiance d'ailleurs, mais ce qui était important pour moi, c'est que ce soit relativement poétique et onirique, mais dans un monde de post-apo. Donc pour moi, ça joue sur le fait d'être assez flou, notamment sur les dates. On ne sait pas vraiment quand est-ce que qu'une catastrophe, ni quelle catastrophe s'est passée Mmh. pour que le monde soit tel qu'il est. Et pour moi, c'est un univers qui est pas, qui laisse un peu de flottement pour le côté fable. C'est pour ça qu'il est, et je sais que beaucoup de gens sur le Discord râlent, il est pas Mmh. mappé cet univers. Il a pas de world map OK. vraiment béton armé. Il y a des maps un peu par zone, mais j'ai pas cherché à rendre cet univers d'une grande logique complète. Ouais. Parce qu'à la base, déjà, moi j'aimais bien l'exploration en hexagone. Donc voilà, j'ai des feuilles un peu hexagonales Ouais. sur une feuille blanche. Et puis tu viens créer des lieux au fur et à mesure des déambulations des personnages. C'est quelque chose qui me plaisait bien. Mmh. Donc voilà, c'est un univers qui peut être un peu comme ça en esquissé. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait des... Pour moi, c'est que quand on explore un nouveau lieu, un nouvel hexagone, une nouvelle région,
on est on a une typologie d'une faction qui fonctionne différemment. Nous, on commence dans un univers de medieval fantasy à magie relativement présente, pas forcément de la très haute magie, mais une magie utilitaire. Elle est un peu partout. Et on est dans un univers aussi de monarchie avec un fort pouvoir, voire carrément une tyrannie. Ok. Et quand on sort de là, le but c'est d'explorer d'autres possibilités. Donc les rats vont être plus dans une logique, eux, réellement de post-apo et de récupération de ressources et ils n'ont pas une hiérarchie aussi stricte que les chats. Les chiens, eux, c'est l'anarchie totale, c'est eux qui vivent le plus en mode Mad Max. Pour eux, il n'y a aucun futur. Donc ça, les chiens, donc, ils s'appellent les chiens de la casse dans l'univers, Oui. parce qu'en fait, ils vivent dans les débris de l'humanité. Ok. Et comme il n'y a plus d'humains, eux, c'est la déchirure totale. Ils sont extrêmement mélancoliques. Et en fait, c'est un peu les bad guys, les méchants de cet univers, mais c'est surtout qu'en fait, ils n'arrivent pas à concevoir un monde sans cette présence qui leur manque. Donc il y a eux, il y a les cochons de Tourne-Bouchon, création de Trikiteuf, qui eux sont vraiment un peuple plus de marins, de bons buveurs, un peu pirates, un peu filous, avec des baronnies, notamment le fameux baron Ereb. Voilà, et donc c'est une ambiance qui est beaucoup plus de filouterie et une ambiance un peu urbaine, mais avec des gangs et de la filouterie, ce genre de choses. Voilà. Donc dans le lore, en fait, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est d'avoir des parfums très différents et des peuples qui font civilisation de façon différente. Voilà, donc ça c'est pour la partie de lore, je dirais. Et l'ambiance, je crois que c'est un des trucs les plus compliqués pour moi à formaliser sur Donjons et Chatons. Je pense que ça doit, effectivement, il y a un réel aspect feel good, mais en même temps il y a un réel aspect aventureux, parce que tu joues quand même des enfants qui sont bannis par un tyran et qui vont se retrouver livrés à eux-mêmes dans la nature. Et en même temps, le jeu a un système de combat qui s'appelle les querelles, qui est théoriquement non létal, mais qui peut l'être. Tu peux omettre cette règle ou pas si tu joues avec des plus jeunes. En fait, c'est un jeu en tout cas qui interroge beaucoup la violence et le fait d'y recourir pendant ces querelles. Et ça participe pas mal à l'ambiance. C'était pour moi en fait ce qui était important, c'était je voulais avoir mon espèce de jeu de fantasy, de Donjons et Dragons, on va dire, à petit niveau. Mais je me dis, si on joue des enfants, les affrontements vont être particuliers. Donc voilà, l'ambiance, elle est compliquée là-dessus, parce que c'est pas uniquement du feel good. Il y a vraiment de l'aventure et il peut y avoir des moments tendus. Et le système essaye de faire en sorte que ces sorties de querelles et de moments d'opposition ne se résolvent pas uniquement par un tabassage en règle. Voilà. Donc voilà. Donc l'ambiance elle est plutôt mignonne, mais il y a moyen de jouer des choses beaucoup plus sombres. Ok, ouais, il y a quand même en toile de fond cette, comme tu disais tout à l'heure, cette espèce de je vais pas dire de pression, mais de violence, de choses un peu moins positives. Je voyais Delkiora qui disait que le lore se construit avec le temps, dans le chat. Est-ce que ça rejoint ce que tu nous expliques avec le fait que tu es très investi, tu continues à bosser dessus, ou est-ce que pour toi, Donjons et Chatons, le JDR, le lore est plus inscrit dans le marbre et tu penses pas trop y revenir? Non, en fait, le lore se construit avec le temps. Après, c'est vrai que dans des jeux à secret, t'as intérêt à prévoir pas mal de trucs. Donjons et Chatons n'est pas un jeu avec énormément de secrets, mais il y en a quand même. L'univers est quand même bien mystérieux, mais donc on a prévu de répondre à ce genre de choses, notamment donc il y a une campagne qui est écrite par Trikiteuf qui s'appelle Aux sources de la magie,
et qui répond à pourquoi les animaux se sont mis à parler, et Mhm. qui est très chouette. Et je pense que on a des idées avec Tricky d'autres suppléments qui seraient un peu ces suppléments, on va dire, clés qui font soit soulèvent un peu des secrets de l'univers, soit peut-être même feront un peu avancer cette timeline globale. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, euh, moi j'aime quand même vachement les jeux un peu plus en bac à sable. Et donc j'ai plus réfléchi à la possibilité en fait de créer plein de points d'intérêt Ouais, avec ouais. plein de pistes d'histoire et de laisser un peu les groupes de joueurs et de joueuses progresser à l'intérieur et, et arriver à leur trésor en fait. Le principe c'est qu'ils sont censés aller chercher un trésor et Mhm. c'est un peu comme ça que je l'ai imaginé. Ouais, Mais tu voulais faire, j'imagine, plus un setting qu'une histoire, hein. C'est pour ça que j'imagine que le trésor est pas décrit, ça peut être n'importe quoi, je suppose? ouais, Ouais. c'est ça. J'ai quelques réflexions, du coup, quelques questions. D'un point de vue du lore, du coup, dans la manière dont tu l'imagines, est-ce que c'est dit et est-ce qu'on sait si c'est, du coup, vraiment le futur de notre monde, dans la diégèse? De la Terre, ça se passe de plus tard, il y a eu post-apo, ou c'est dans un univers où on sait qu'il y a des humains, mais c'est pas forcément chez nous, on sait pas exactement quand? C'est Vas-y. relativement ouais, c'est relativement flou aussi, je dois Mmh. pour être honnête. En fait, Non, c'est bah, je comme il y a pas de map, heu, c'est, heu, c'est pas évident de dire qu'on est en France ou ailleurs. Et alors le truc drôle aussi, c'est que en général, il y a peu alors c'est arrivé de temps en temps, mais je fais peu d'écriture sur les panneaux ou les trucs comme ça. Et ouais. ça, c'est une déformation professionnelle de Ouais. l'animation. Mmh. Où souvent en fait on fait des gribouillis à la place des textes pour simplifier le travail de localisation des séries. Ouais. Et en fait ça m'arrange un peu. Je dirais que de mon point de vue, oui, ça se passe dans notre monde. Et par rapport aux animaux aussi que j'ai choisi de représenter, je dirais qu'on est quand même plutôt sur quelque chose, on va dire, de climat tempéré européen enfin, en fait, comme je voulais éviter d'avoir des animaux trop exotiques et que je voulais plutôt avoir, euh, voilà, moi, les œuvres qui m'ont inspiré, c'est les légendes de la garde avec les petites souris contre les furets, ce côté un peu conte du bois de 4 sous. Ouais. Je voulais éviter qu'on ait tout de suite, ça arrivera plus tard parce que c'est très rigolo, mais qu'on ait tout de suite des toucans, des choses comme ça. Mmh. Euh, mais évidemment, comme les humains ont dû avoir des os, des choses comme ça, forcément, on peut tomber sur des animaux un peu plus exotiques. Mais oui. Donc, au niveau de la localisation, donc temporellement, c'est flou. Et je pense que j'ai laissé quelque chose d'assez abstrait là-dessus. C'est Ouais, juste, je voulais OK. effectivement qu'on incarne plutôt des animaux du commun, en tout cas pour, pour une personne vivant en France, quoi, a priori. OK, ouais. On rencontre plutôt des chats, des chiens, des rats à Paris. Ah Et bah, ouais, ouais. voilà. Et ou à la campagne, bien sûr. Et voilà. Et pas forcément des zèbres et des lions à tous les coins de rue, quoi. OK. Donc toi, même toi, quand tu écris, tu sais à peu près, donc la temporalité, la zone que tu veux, mais tu as pas, dans votre, je sais pas si vous avez une bible interne ou quoi, il y a pas clairement un endroit défini en mode, nous on sait que c'est là, à cette période-là, quoi. Le flou est volontaire et partagé entre vous et l'audience. Ouais, ouais, clairement. Moi, c'est, ouais, c'est OK, vraiment ouais. pas, c'est pas jouant pour moi. Non, mais En fait, évidemment. ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une façon de faire du post-apo que j'essaye d'expérimenter là-dessus. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant dans les jeux de rôle post-apo, je pense un peu à Vermine ou à Fallout, c'est qu'en Mmh. fait, comme tu sais à peu près où ça se passe, ça a un intérêt de revisiter des lieux euh, connus, mais ouais, qui ont subi les outrages du temps ou de catastrophes diverses. C'est moins jouant ici, parce qu'en fait, c'est plus du tout l'âge de l'humanité. Les humains, c'est pas du tout intéressant. En fait, moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait. Qu'est-ce qu'on fait des ruines,
voilà, et d'ailleurs, s'il devait y avoir une charte de Donjons et Chatons, en général, c'est déjà arrivé dans des discussions qu'on a eues là-dessus, Ouais. c'est ne mets pas trop de personnages humains en avant. Ok. C'est pas très intéressant. C'est cool de les avoir en toile de fond, et il y en a, et on peut les esquisser comme des colosses un peu au loin, mais c'est plus leur temporalité, c'est plus leur monde. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on Ok. convoque peut-être moins de choses concrètes de leur vie d'avant. Ok. Non, mais j'imagine que c'est très pertinent avec ce que vous voulez raconter. En tout cas, ça a l'air réfléchi. Il y avait une autre chose qui m'avait un petit peu, enfin une réflexion que je voulais partager avec toi. Je voyais sur le shop de Black Book Édition, que, Donjons et Chatons, aborde, du fait de ces thématiques des sujets forts comme le respect de la nature, le respect de soi et des autres, la différence, la liberté, l'appartenance, la non-violence, la tolérance et le vivre ensemble. Alors tu nous as parlé de la violence du coup et de la non-violence, de cette dichotomie. Est-ce que, il y a une de ces valeurs que tu mettrais particulièrement en avant? Est-ce que c'est pour ça que tu nous as parlé justement de la non-violence? Ou est-ce que, c'est Ouais, juste, ça reste dans cette ambiance qui veut des valeurs positives, et qui essaye d'en mettre, ouais, ouais. je souscris à cette liste, je suis d'accord. Le truc qui est vraiment important pour moi, c'est l'altérité, en fait. C'est le fait que euh, les, ces animaux-là, en fait, ils commencent à fonctionner de façon très différente, avoir des points de vue sur le monde qui sont différents. Et en fait, ça va être intéressant de confronter ces points de vue. Et en fait, j'aime bien le fait que ce jeu peut être politique, en fait. Mmh. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, le fait d'être flippé de sortir des murs du royaume parce qu'on pense que tout à l'extérieur nous veut du mal, et de se rendre compte que c'est pas si simple. C'est un trope vraiment très, très courant, hein, Mmh. de la fantasy. Alors, des fois, dans un univers de fantasy, ça craint vraiment un max dehors. Mais là, c'est pas forcément le cas. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible dans le jeu d'incarner un autre animal qu'un chaton, soit qui a vécu parmi les chats, soit qui est rencontré sur la route. Donc, on peut jouer un petit chiot, on peut jouer un oisillon, plein de choses. Et eux-mêmes auront un point de vue différent sur, euh, sur ce que c'est qu'un chat, quoi. OK, ouais. OK, OK. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, la partie lore ambiance? Ou est-ce qu'on a abordé à peu près tout ce que tu voulais, tout ce qui te semblait pertinent? Non, non, ça me semble bien. Je regarde Impeccable. un petit peu le chat. Ouais, non, on a Macron qui s'éloque dans le chat là. Non, mais oui, oui, on embrasse très fort Banz, bien sûr. Heu, Passons à la question 4 du coup. Qu'est-ce qui Yes. rend ce système fun ou unique? Alors, sans trop cruncher du nombre, hein, mais qu'est-ce qui distingue le système d'un autre système, de Donjons et Chatons, par exemple, des classiques, Donjons et Dragons, ou Ouais. autres? Ouais. Alors, moi, le système, c'est le 3D6 système qui, à la toute base, je vais faire un peu d'historique, a Vas-y. servi à faire le jeu In Nomine Satanis et Magna Veritas, ce qui me fait beaucoup rire que Donjons et Chatons Oui, c'est vrai que ait un lien avec INSMV. Ça me fait beaucoup, beaucoup marrer. je connais pas, mais rien qu'au nom déjà, ouais, on n'est pas sur les mêmes Ouais. ambiances, j'ai Alors l'impression. c'est un jeu de croc, également auteur de Bitume, et en fait c'était un jeu où on jouait des anges ou des démons infiltrés dans le monde moderne, avec une ambiance un peu de ce roman coécrit de Pratchett et Gaiman. Bon, bref, mais c'était très très potache. Voilà, c'est l'univers de Croc, un peu comme Bitume, hein, c'est assez décapant, c'est assez punk. Et voilà, c'est un jeu qui a beaucoup marqué des gens qui, je pense, aujourd'hui ont une quarantaine, voire une cinquantaine d'années. Ouais. Et voilà, moi, c'est un jeu que j'ai pas forcément connu et que j'ai lu a posteriori, comme Bitume. Mais donc voilà, donc ce système vient de là à la base.
Et en fait, on a fait un design par soustraction. Ok. Il avait déjà commencé à être fait ce travail avec un autre jeu adapté d'une BD qui s'appelle Aqua Blue. Et, euh, et donc, c'était Tricky Tough qui avait bossé dessus. Et quand moi je suis arrivé au studio Dead Crow, ils m'ont dit pour Donjons et Chatons, est-ce que tu veux le faire avec Chronique Oubliée ou est-ce que tu veux le faire avec le 3D6 d'Aqua Blue? Et en fait, je me suis dit que Chronique Oubliée c'était vraiment le système de D&D et de Pathfinder et que la filiation avec Donjons et Dragons commençait à être trop forte et que je n'avais pas besoin de ce niveau de complexité pour faire Donjons et Chatons. Ok, ouais. Et donc assez naturellement, je me suis penché sur le premier manuscrit, il n'était pas encore maquetté, d'Aqua Blue, que j'ai lu. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé le système vachement intéressant parce que c'est un système qui joue que avec des dés à 6 faces, et pas beaucoup, il en faut 3, 4 quand on est un peu en veine. Et c'est un système que j'aime bien parce que il faut faire en dessous de sa caractéristique. Alors dans le jeu, c'est sa qualité. Donc tu lances tous tes dés, Ouais. et chaque dé qui fait moins que la qualité, donc si par exemple tu as une qualité de 4, tout ce qui fait 4 ou moins, c'est un succès. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas mal parce que contrairement à pas mal de systèmes D6, il n'y a pas d'addition des dés entre eux, contrairement à Star Wars D6 ou à Dragon Age. Et c'est de la lecture directe en fait. Je sais si j'ai un dé qui est bon ou pas. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment intéressant de fonctionner, de partir de celui-là. Déjà parce que tout le monde aura des dés à 6 faces, et il y a cette idée que, comme je revenais auparavant, c'est le premier jeu que les gens vont acheter. Oui, bah oui. Dans ma tête, ils vont l'acheter, ils vont l'ouvrir, première page, on leur dit, t'as pas ce qu'il faut pour jouer, c'est chiant. C'est vrai que pour le coup, C'est un peu chiant. Du coup, je me dis, alors c'est super, ils vont dévaliser leur Monopoly, ils ont leurs dés. Ensuite, c'est pas des énormes brasses de dés à la Shadowrun, donc ils vont réussir à trouver les 3-4 dés qu'il faut. Pour les personnes qui ont du mal à additionner, qui ont de la dyscalculie, des choses comme ça, en fait, ils voient tout de suite sur la face d'un dé si c'est oui ou non. Ouais. Ils peuvent même, avec des plus petits, éventuellement mettre des gommettes. Enfin, tu peux trouver plein de systèmes pour essayer de simplifier encore le truc. Et voilà, je me suis dit, en fait, ce jeu-là avait une base super. C'est juste que d'édition en édition, ils l'ont gonflé un petit peu. Ok. Et donc j'avais commencé à faire un premier jet dessus, et Grumpf a encore tout pété derrière. et c'est avec lui du coup qu'on a mis un peu en place la feuille de personnage telle qu'elle est, et qu'on est arrivé au système actuel, qui est pour le coup vraiment très très simple. Donc c'est pas tout à fait une mécanique originale. Non, c'est très pertinent, je trouve, comme réponse. Et pour rebondir sur ta question, Ouais. qu'est-ce qui le rend fun ou unique? Moi, je pense que les systèmes de jeu, c'est toujours important. Pour Donjons et Chatons, je voulais pas un système à gimmick. Parce que... Donc en fait, je pense pas avoir choisi forcément un système qui est fun. J'ai juste voulu faire un système qui était compréhensible de tout le monde très vite, pour que l'ambiance retombe pas et qu'on sorte pas trop de ce qui se passe autour de la table, et notamment que joueuses comme conteuses, on puisse commencer à faire des voix, à faire un peu à essayer d'incarner un peu notre personnage et d'être vraiment à l'intérieur de la fiction. Ouais. Donc j'ai plus recherché encore une fois de l'accessibilité, et éviter d'avoir un truc de gimmick, je dis n'importe quoi, tu vois, de lancer le dé à un endroit particulier, Oui, je l'entends bien. Voilà. Ok. Je vois Elerina qui demande, donc vu qu'elle n'a jamais essayé ce genre de système, est-ce que, et c'est vrai que moi je pense que oui, naturellement, en théorie tu pourrais y jouer avec un seul D6. Ça serait chiant, mais ça serait possible. Alors ça va être un peu chiant. Il faut le mieux, c'est vraiment, alors l'idéal, et tu trouveras tous les dés dans la boîte d'initiation. Je vais arrêter. Non, en fait, l'idéal c'est vraiment d'avoir 4 dés par personne. Mais en fait, si t'as 4 dés, c'est bon. En fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les actions que tu fais, tu lances toujours 3 dés. Et quand t'es avantagé, que t'as un talent qui s'applique ou quoi que ce soit, tu lances 4 dés. Et quand t'es désavantagé, t'en lances que 2. Voilà, donc c'est juste ça. Et ensuite, selon la face sur lesquelles tombent les dés, ça va te faire 1, 2 ou 3 succès la plupart du temps.
vu que tu Ouais. lances 3 dés. Ouais, clairement. Et c'est à la conteuse d'estimer les difficultés. Donc dans 80% des cas, la difficulté elle est de 1. Mais parfois, elle peut demander des difficultés qui peuvent monter jusqu'à 4. Et comme tu n'as que 3 dés, quand c'est difficulté 4, souvent il faut avoir soit de l'aide d'amis qui vont dépenser notamment les fameux points d'amitié qui peuvent te donner des succès automatiques et ce genre de choses. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, ouais, il faut compte à peu près 4 dés au milieu de la table. Et si c'est royal, qu'il y a des dés partout dans la maison, 4 dés par personne, c'est super. Ok. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, du coup, la difficulté. En gros, quand tu fais un test de base, tu lances 3 dés et la difficulté détermine le nombre de dés que t'enlèves. Non, Ceux non, que tu lances. Non t'enlèves pas 2 dés. En fait, je ok. reprends mon petit exemple. Si tu as Vas-y, une vas-y. qualité de 4, que tu lances 3 dés, Hmm. et que 2 dés sur les 3 font en dessous de 4, ou Ouais. égal, tu as Ok. fait 2 succès. Très Et bien. la plupart du temps, les tests ne te demandent qu'un seul succès, mais parfois, elles t'en demandent 2, 3, selon la difficulté de la tâche entreprise. Ok. Donc, voilà. Et Donc tu ne retires jamais de dés, tu retires jamais de dés. Tu lances toujours 3 dés, et quand tu es désavantagé pour une raison de la fiction, tu lanceras que 2 dés au lieu de 3, et quand tu es avantagé, tu en lances 4. Ok. Voilà. C'est ce qui permet de te donner une faveur, une défaveur à ça. Ok, j'espère que je vais pas passer pour un débile, mais juste pour être sûr que j'ai compris, du coup, la difficulté détermine le nombre de succès dont tu as besoin. Exactement. Ok, oui. C'est ça. Et elle est fixée par la conteuse. Mais c'est vrai qu'en fait, la difficulté, la plupart du temps, elle est de 1. En fait, tu essayes surtout... voilà. Je suis en train de galérer sur les règles d'un jeu pour enfants. Non, mais en fait, c'est vrai que... Non, mais en fait, c'est surtout que expliquer des règles quand t'as pas la feuille de perso, tout ça, ça peut paraître un peu abscon. Oui, forcément. Mais ouais. Mais globalement, en fait, ce choix de système est plutôt un système que moi assez fonctionnel, que j'aime beaucoup, parce que voilà, il demande aucune addition des dés entre eux, et il répond dès le lancer, en fait, sans étape mathématique. Il te dit si t'en as si c'est un oui ou un non, en fait, et à quel point t'as fait de succès. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant avec celui-là. Encore une Et fois. donc il a aussi un vrai focus sur la coopération, parce que justement, dans certaines étapes où la conteuse vous met vraiment une difficulté particulièrement haute du fait de ce qui se passe dans la fiction, là il va falloir que vous commenciez à utiliser des points d'amitié pour avoir des succès automatiques, pour espérer passer certaines difficultés. Et évidemment, les points d'amitié, on les récupère que si on fait des scènes de cosiness, et qu'on joue vraiment le canon esthétique du jeu. Voilà. Donc ça pousse à ça. Ok, je vois Irina qui demande aussi, qui remarque que tu parles de conteuse. Et moi aussi, j'ai remarqué aussi que tu parles de joueuse. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer pourquoi utiliser ce terme? Pourquoi pas MJ par exemple? Oui, c'est vrai. Bah alors, on peut parler de MJ, hein. C'est juste que j'utilise les termes qui sont écrits dans le jeu. Donc conteur ou conteuse, c'est des termes qu'on voit apparaître souvent dans le jeu de rôle. Par exemple, c'est le terme utilisé dans RunQuest, conteur, conteuse. Mais tu vas avoir plein de jeux de rôle où on dit pas MJ, on va dire le MC, je crois, dans Vampire. Donc c'est le maître de cérémonie, je sais pas trop. C'est un peu... Je sais pas. Ouais. Tu vas avoir l'arbitre dans Dungeon Crawl classique, c'est l'arbitre. Dans l'appel de Cthulhu, c'est les joueurs, c'est les investigateurs, et le gardien. L'appel de Cthulhu, c'est le gardien, etc. Donc c'est juste un autre terme pour MJ. Et l'utilisation du féminin dans le jeu, donc on utilise le féminin pour tout ce qui se passe à l'extérieur de la table. Donc on dit la conteuse et les joueuses dans le livre. Et par contre, on parle des chatons au masculin dans la fiction. C'est simplement une convention qu'on a choisie, en fait, une convention d'écriture qui permet de différencier ce qui se passe dans la vie réelle, autour de la table, et dans ce qui se passe dans la fiction. Donc, ce qui est autour de la table est au féminin, ce qui se passe dans la fiction au masculin. C'est utilisé par d'autres jeux, et John Grumpf utilise ce procédé dans ses livres. Oui, le premier invité qu'on a eu, du coup, c'était le cas avec Tarte Tatin et Ars Goetia qui nous parlaient pareillement des joueuses. Mais donc on a quand même besoin, je lis le message, mais donc on a quand même besoin de quelqu'un qui prendra le rôle du maître du jeu et ne sera pas un chaton dans la partie. J'imagine que oui, du coup. Ouais. Oui, c'est un jeu traditionnel. Alors peut-être qu'en ce moment,
avec un de mes éditeurs, on teste une version où il y a pas de compteuse. Mhm. Mais c'est pas c'est pour drôle, voilà, c'est un petit, Après, c'est vrai qu'à mon avis, il faut réfléchir à beaucoup de choses. Pour le coup, c'est un petit trait. ça implique de. Ouais, bah, en fait, alors il y a réellement des jeux solo qui ont Ouais. vachement le vent en poupe en ce moment. Il y a des Mhm. jeux solo vraiment admirables. Moi, c'était une pratique que j'ai assez peu fait. J'ai longtemps traîné les pieds, comme pas mal de rôlistes, j'ai l'impression, heu, qui se disent: «Non, je veux que ça reste une activité sociale» et cetera. En fait, c'est vraiment super. Ouais. J'ai vraiment commencé, je commence à comprendre aussi ce que j'aime bien dans le solo, parce que comme dans le jeu de rôle, il y a mille et une façons, dans le jeu de rôle solo, il y a mille et une, portes, d'entrée possibles. Donc je commence à connaître un peu mes goûts vis-à-vis du jeu solo. Ouais. Mais ouais, dans ce jeu de rôle, en tout cas Donjons et Chatons, il faut une conteuse ou un maître du jeu. OK, ouais. Moi, j'ai une autre question. Donc si je comprends bien, tu en as parlé plusieurs fois et ça rejoint ce que tu nous expliquais avec un système qui se veut très simple, l'accessibilité au centre vraiment du design et de la réflexion autour du jeu. Est-ce que Ouais. du coup, enfin je c'est même pas forcément un défaut, mais j'imagine que le côté, un peu plus, wargaming de certains jeux de rôle, cruncher du nombre et tout, en pâtit beaucoup. J'imagine que c'est quelque chose peut-être un jeu un peu moins profond? Où vous avez réussi à combiner profondeur et simplicité? Heu, En fait, c'est un jeu qui cherche pas à faire la même chose. Ouais. C'est comme, tu vois, heu, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui n'ont pas de figurines ou de map et Oui, qui oui, bien sont sûr. très tactiques. Je dis au cas où, c'est pas Je une question reprends à charge, hein, je veux pas Non, que non, bien sûr. Non, non. En fait, c'est un jeu qui cherche plutôt l'ambiance quand même. C'est ouais, un jeu qui cherche mmh, plutôt l'ambiance. Je Ouais, je pense pas, moi, de la façon dont je l'expérimenterais en tout cas et je l'expérimente, on est rarement sur des campagnes giga longues, mmh mais mh. après c'est variable à tout le monde parce qu'il y a des gens qui jouent aussi, toutes les semaines, pendant et qui en fait, ils te disent: «Ah, c'était une campagne courte» et en fait ils ont saigné un jeu pendant 3 mois et en fait ils mais ouais, oui, beh, bien sûr, Ravenloft est une campagne courte, pas de problème. Mais, donc ça c'est un jeu effectivement, qui peut proposer plutôt des campagnes courtes ou en tout cas, je le vois un peu comme une série en fait, comme vraiment Ouais. des épisodes qui peuvent s'enchaîner. Mmh mh. Je suis en train de digresser un petit peu. Sur Non, vas-y. le côté vraiment crunchy et tactique, ouais, forcément, il y en a moins. Mais par contre, ça, j'y tiens un peu. Comme le jeu est fondamentalement, essaye d'être non violent, et je dis essaye parce que il y a des possibilités en fait de terminer des querelles, par une bagarre pour arriver plus vite à ses fins, mais c'est dangereux. Mmh mh. Comme le jeu a une certaine forme de non-violence, en fait, souvent les affrontements enfin les oppositions, les querelles sont assez tactiques parce qu'il faut parfois, bah, il faut trouver un bon mot ou une astuce ou une filouterie quelconque pour se sortir de là. Comment on peut fuir? Comment on peut convaincre les autres que notre vision est plus juste? Donc c'est une autre façon de fonctionner et je trouve que ça vient créer des scènes, plus intéressantes parfois que dans certains jeux tactiques que j'adore où au final, on attend de toi, quand c'est ton tour, que tu nous fasses ta séquence habituelle d'attaque, en rythme, Ouais. avec, oui, alors je le blesse, je fais ça, là. Voilà, c'est un jeu qui met un peu son système en retrait, en espérant effectivement que les joueuses et joueurs, s'emparent un petit peu plus de leur personnage et trouvent des situations, enfin des solutions, élégantes, ou avec, panache, ou Mmh. carrément exubérantes, quoi. OK. Donc c'est un système, ouais, qui s'adresse peut-être plus aux joueuses et joueurs, qui ont plus un focus sur, le côté narratif, réflexion, Ouais, et et simple et aussi et vas-y, ouais, et vas-y. aussi sur des meneuses qui du coup vont se dire: «Bah, moi en fait j'ai quand je prépare un scénario, si mes joueurs et joueuses, vont dans un autre sens, en fait je suis pas, je peux encore,
créer des choses impromptues, Oui, oui, le système va va pas grincer à ce moment-là. En c'est fait, c'est vrai, ouais. assez simple de créer un figurant à la volée. C'est pas un jeu qui state énormément ses rencontres et tout. Donc en fait, Mm. tu peux vraiment te sentir assez libre. Moi, je sais. Alors c'est Ouais. aussi parce que forcément je le connais très bien, mais c'est un des jeux, même si j'aime maîtriser des choses parfois plus corsées en règles, Ouais. j'ai toujours un vrai sentiment enfin un vrai plaisir à mener Donjons et Chatons parce que je sais que ça va bien se passer, ça va être fluide Mm. et que les idées vont arriver, que en général les joueurs et joueuses sont très proactives, elles sont toujours des idées complètement farfelues et qu'en Ouais. fait comme le système n'est pas rugueux là-dessus, Mm. ça va arriver en fait et c'est pas un problème. C'est vrai que ça doit être très confortable, ouais, cette simplicité qui se met jamais. Du coup, les règles ne se mettent jamais en travers de l'aventure et du flow de la partie. Ouais, ouais. Ça doit être, ça doit être une grande qualité. Ah, c'est Heu, sûr. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, le système en lui-même ou est-ce que tu veux passer à la question suivante? Non, non, j'espère que j'ai réussi à l'expliquer correctement pour les personnes du chat. Donc Moi, en ils tout hésitent cas, pas. ça me paraissait très clair, et très bien expliqué. Cool. Bon, on peut enchaîner. Est-ce que tu te rappelles de ta première partie sur Donjons et Chatons? Ouais, je me rappelle même des 2 premières. Alors c'est drôle, la toute première partie de Donjons et Chatons, Mmh. c'était super, elle s'est super bien passée, et elle s'est tellement bien passée elle existe presque telle quelle dans la série d'animation. Ouais. Et quand j'ai vu l'épisode se terminer, c'était émotionnellement très fort. Euh, voilà, parce que si je voyais en image dans le média que j'aime le plus, la première partie, je me rappelle l'avoir écrite sur un post-it dans le métro le matin même et tester ma petite idée le soir même C'est fou. avec un système pris à John Grumpf d'ailleurs. J'avais piqué des bouts de système d'un jeu de Medieval Fantasy OK. pour faire ça. Et c'était bien passé, donc c'était une aventure qui se passe dans une forêt. Je vais pas rentrer dans le détail, surtout vu que ça va un petit peu toucher à un épisode de la série. On Voilà, spoil c'est pas, un on épisode spoil pas. qui se passe dans une forêt et qui est un peu basé sur des rêves, voire des cauchemars. Voilà. Et on peut en voir OK. des esquisses aussi de cet endroit dans le bouquin de base. Ouais. La deuxième est plus intéressante parce qu'elle s'est très mal passée. Ah! Vas-y. Pas dans le sens. En fait, les joueuses et joueurs se sont amusés, je pense. Mais en fait, il me manquait. Alors, c'était bien avant l'écriture du jeu, hein. Là, on parle vraiment de. Il n'y avait même pas le premier fanzine du jeu. OK. Je jouais vraiment avec un autre système et je commençais à plaquer mes idées dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que l'univers devenait trop sombre parce que les chatons commençaient à vouloir bouffer les pigeons qui parlent. Et en fait, le premier scénario, ça allait parce qu'ils étaient dans une forêt avec plus ou moins une présence, mais pas d'autres animaux. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vachement dans l'idée de commencer à créer des peuples et des factions et tout, et je me suis dit, mais merde, en fait, ils vont tous se bouffer les uns les autres. Et ce canon esthétique, j'arrivais pas à le tenir. Et pendant un moment, ça a été difficile jusqu'au jour où j'ai commencé à travailler avec John Grumpf et Tricky. Et John, il a écrit la règle qui dit un animal qui parle ne mange pas un autre animal qui parle. C'est Mmh. une espèce de règle tacite dans cet univers. Donc les, les plus psychopathes peuvent évidemment la transgresser. Mmh. Mais en fait, ça m'a tout résolu. Et du coup, je me rappelle d'une partie où en fait, a posteriori, elle s'est pas mal passée. C'est juste à la fin de la partie, je me suis un peu gratté la tête et je dis mais alors tout a fonctionné, mais en fait j'ai créé un univers tellement sombre où vraiment, littéralement, l'homme est un loup pour l'homme dans le sens, en fait, mes chats, ils ont une peur panique des chiens au point de vraiment craindre pour leur vie. Ouais. Et dès qu'ils voient un rongeur ou un oiseau, en fait, je sais pas si je vais pouvoir
faire un roleplay dessus ou si en fait ils vont se faire bouffer tout de suite, quoi. Ok. Euh, et, et donc en fait, comme quoi une simple phrase peut faire découler tout l'univers en fait. Je crois vraiment que ce moment où John Grumpf me dit ce truc-là, en fait d'un coup je me suis rendu compte que tout mon canon esthétique tenait à ce truc. Et c'est super. Mais du coup je me rappelle de mes 2 premières parties et, euh, et elles m'ont vachement encouragé parce que je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose, que cet univers il avait il créait de la curiosité chez les joueuses et joueurs. Il y avait vraiment une, une curiosité de ça et de rencontrer justement des personnages qui sont autres que toi, qui sont d'autres espèces, d'autres silhouettes, d'autres factions, d'autres enjeux politiques à chaque fois. Ouais. Et voilà. Donc c'était des parties intéressantes, même si je me dépatouillais tant bien que mal avec les règles que j'avais choisies et cet univers qui se greffait un peu bizarrement dessus et glissait un peu dessus. Et le jeu, pour ceux que ça intéresse, qui est très bien, c'était Pits and Perils. Je viens de m'en rappeler, qui était une traduction. C'est un jeu anglais, mais qui a été en anglais, qui a été traduit par John Grumpf et qui est très intéressant. Ok. Qui a un D&D-like, mais qui est très bien. Ok. Et du coup, est-ce que donc il y a cette phrase donc un animal qui parle ne mange pas, un autre animal qui parle qui t'a débloqué beaucoup de choses si je comprends bien, dans ta réflexion, dans ta vision de cet univers. Est-ce que c'est là ou c'est un autre moment que vraiment en jouant tu t'es dit ok, là j'ai quelque chose, le jeu fonctionne, là je suis dans ma partie, ça marche bien, je tiens quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier comme ça où tu t'es dit Eureka? Ou même où t'étais satisfait et tu t'es dit non mais là c'est bon, là j'ai quelque chose dont je suis fier, dont je suis heureux, qui marche bien. Je sais que la question n'est pas facile, hein, aussi bien il n'y a pas de moment en particulier. En fait, je crois que j'ai pas eu d'épiphanie non plus comme ça, parce qu'en fait, pour moi, le jeu de rôle, il y a une espèce de côté très intime où en fait, chez toi ça marche, mais tu sais pas si ça va marcher chez le voisin, tu vois. Il y a toujours ce mythe de ah, ma table, c'était super pourtant. Genre à ma table, ça c'est. Et tu vois, mais le scénar, il est un peu. Tu vois. Donc il y a ce truc-là. Ouais. J'avais réellement plaisir à y jouer. Je continuais à dessiner dedans. Comme je disais, vraiment, c'était mon jardin, le truc que j'alimentais constamment. Et j'avais toujours envie de... Dès que j'avais du temps libre, en fait, c'était pour cet univers et pour ces personnages. Ouais. Donc clairement, je sentais que ça me plaisait. Le moment, je crois, où étrangement, j'ai su qu'il se passait un truc, c'est que en fait, il y a un site qui s'appelle Trollon Palu. Et sur Trollon Palu, on peut mettre des petits JDR de moins de 10 pages. Donc il faut faire des JDR pas trop longs, sinon on les lit pas. Et donc les personnes qui étaient derrière ce site, il me semble donc que c'était bien comme Martin et Sandrone d'ailleurs étaient dessus. Et il y en a probablement d'autres, peut-être des courants alternatifs, mais je suis navré si je me rappelle plus exactement de tout le monde. Mais donc voilà, je trouvais en tout cas ce principe très, très chouette. Et en fait c'est là que j'ai déposé... un peu la version condensée de... En fait, ça m'a mis une espèce d'ultimatum en me disant « Ah, en fait, j'ai plein d'idées, j'ai plein de dessins. Essaye de réduire ça à 10 pages, mets-le dessus et on considérera que c'est le jeu. Okay. » En fait, du coup, il y avait un but à tout ça et c'était assez intéressant pour moi. Donc, je m'attelle à faire ça. Et en fait... je commence à avoir vraiment des gens qui reviennent vers moi en disant qu'ils ont bien aimé et qu'ils ont commencé à jouer. Et pour moi, en fait, c'était juste un flex, c'est-à-dire que je voulais juste dire, voilà, j'ai fait ce que j'ai appelé après la version, enfin, je l'ai appelé tout de suite la version mini, ce qui était très pompeux, comme si un jour j'allais faire le jeu complet. Mais voilà, j'étais en mode, voilà, c'est la version mini du jeu, c'est même pas un kit de découverte ou quoi, c'est le jeu complet, mais il fait 10 pages, et il est petit. Et en fait, des gens sont venus, m'ont dit ouais, j'ai joué, c'est pas mal et tout. Et je sais plus quel administrateur du site m'avait dit, c'est peut-être Sandrone, qui m'avait dit en fait, il est très très téléchargé. Vraiment, en fait, il y a beaucoup de gens qui récupèrent le PDF, beaucoup de gens qui me MP sur toutes mes fautes d'orthographe et le PDF
Il est toujours en ligne. Oh Il est oh. alors ouais, je l'ai pas changé depuis. Par contre, il y a une nouvelle version qui est sur le itch.io de jeux du JDR d'Axel. Et là, Axel m'avait refait la maquette. Donc il fait un peu plus que 10 pages. Il est un petit peu plus aéré. Et il m'avait aidé à corriger les fautes. Mais je suis assez fier. J'aime bien la version un peu écrite. Enfin, je suis nul en orthographe. Mais donc voilà. Et les gens me remontaient les fautes, mais en même temps me disaient ton jeu il est vraiment super. Et en fait, je crois que c'est le moment le plus étrange parce que je me suis rendu compte que voilà, j'étais pas auteur de livres ou de bande dessinée ou quoi que ce soit. Moi, je suis une petite main qui travaille sur des séries d'animation, qui peint les arrière-plans. Et en fait, Mhm. de savoir que quelqu'un m'a lu, apprécié et a même fait jouer l'univers, là, je me suis dit c'est spécial. C'est vrai que ça doit être C'est grisant. Ouais, c'est grisant, un peu flippant, un peu grisant. Et en fait, je me suis dit, bah, peut-être que, en fait, mon idée de série qui marche pas, en fait, il y a un truc. Et c'est ce qui m'a poussé à me dire il fallait continuer. Voilà. Non, mais C'est plus ça l'événement qui m'a marqué, en fait, plus que moi, mon contentement à la fin d'une partie en disant, bon, bah, je pense qu'on s'est bien amusé. Voilà, ça c'était cool, tu vois, forcément, ouais. c'est toujours. Mais le fait que d'un coup des gens te lisent, te corrigent et apprécient l'univers, tu dis ah c'est pas mal. Ouais, je comprends tout à fait, ouais. C'est vrai que tu as dû te sentir fier à ce moment-là. Ouais, de ouf. Et pareil, quand après Dead Crow m'a approché pour faire le jeu, j'étais ouais, super. Et quand j'ai pu avoir mes deux co-auteurs, Tricky et John, qui ont des dizaines de jeux dans leur, bi- à leur actif, qui sont vraiment des tueurs, et qui commencent à se poser sur ton univers, et ils disent eh, c'est pas mal, hein, on peut raconter ça, on peut faire ça. Ils commencent en fait à tendre toutes les lignes, à affiner ton game design et tout, tu regardes ça, tu fais bah, ok, c'est la fête quoi. Genre, C'est il vrai y a que ça doit encore être fou, hein. quelques années, je vous lisais en mode vous êtes trop fort et en fait là, vous allez juste faire un jeu avec moi, bah c'est super. Ouais, c'est vrai que ça doit vraiment être dingue, quoi, comme sensation, de voir Ouais, des ouais. grands pontes, du milieu, s'emparer de ton concept et dire: «OK, toi, tu as quelque chose, là». Ouais, c'était vraiment incroyable. Ouais, bah, et Clairement. écoute et ça a l'air de bien marcher, ils ont eu le nez fin, visiblement. Bah ouais, c'est voilà, le jeu continue à plaire apparemment et ouais, se vend bien. Donc ça c'est cool. Ça nous permet de, comme on avait commencé par un financement participatif Mmh. pour voir un petit peu ce que ça allait donner, et Ouais, que le financement a été très bon, et que les ventes après sont bonnes, en fait ça permet de faire la suite directement sans passer par le financement. Donc ça ouais, c'est aussi un peu un stress en moins, ouais, c'est voilà. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup je peux être vachement proactif avec mon éditeur et dire les choses que j'aimerais qu'on fasse. Et bah ils sont chauds quoi. Ils disent ouais, on va essayer de voir sur le temps que tu as à nous consacrer et sur les ressources qu'on a. C'est comme ça, si tu avais été visiter le petit site des Dead Crow, mmh. il y a notamment les cartes d'enfance et de Miyagi. Qu'on peut acheter en boutique mais qui sont gratuites en PDF. Ça Ouais. c'est juste moi qui est trippé. J'avais une semaine de vacances et je me suis dit je veux faire des cartes. Je veux que la table soit recouverte de cartes pour rappeler tous les sorts du jeu, comme ça donnera du visuel. Les gens il y a des sorts que les gens boudent mais ils se rendent pas compte que le sort il est trop bien. Faut que je fasse un dessin pour qu'ils comprennent à quel point le sort il est bien. Et eux, ils disent bah ouais, on va trouver une entreprise et tout. Ils font pas forcément beaucoup de cartes dans leur jeu. C'est vraiment Ouais. plus du livre d'habitude qu'ils font. Ça leur arrive, hein, bien sûr, mais voilà, ils ont dit ouais, on va trouver. Et du coup, ils poussent un peu les agendas et ils calent ce truc-là. Ouais, donc Voilà. tu es bien entouré, en fait, dans ce projet. Ouais, vraiment très bien. Et puis c'est un studio que des Dead Crow et Booking Game, donc en fait Dead Crow fait partie de Booking Game, mais c'est un conglomérat de plusieurs studios en fait qui sont ensemble. Mmh. Et en fait c'est ça dit comme ça, on a l'impression que c'est un truc énorme, mais en fait c'est vraiment peu d'individus et c'est très familial en fait comme ambiance.
La plupart des gens en plus qui bossent dedans, les associés de la boîte ont un métier à côté. Donc ils font ça sur leur temps. Ils ont, comme tout le monde a des métiers différents aussi, ça fait pas mal d'anecdotes et de choses assez Hmm. intéressantes à raconter à chaque fois parce que chacun a sa vie quoi. Ouais. Et ouais, depuis qu'on a commencé, depuis 2021, 2022, même un peu avant en vrai. Le jeu est sorti en 2023, mais ça faisait déjà quelques années, enfin ça faisait une paire d'années qu'on bossait dessus. Ouais. Bah en fait je les connais de plus en plus et c'est une équipe qui est super quoi. Ok. Mais en plus, tu auras peut-être de nouveaux fans qui peuvent découvrir tout ça à l'issue de ce stream. En Mais tout cas, je te le souhaite. j'espère, Euh, on verra bien. je te le souhaite, je te le souhaite. Est-ce que ça te va qu'on passe à la prochaine partie, la question 6, la question débat? Ouais, ça C'est marche. parti. Du coup, la partie 6, c'est une question débat dans l'univers du JDR en général. C'est pas forcément lié à Donjons et Chatons, au système auquel on parle. Le but, c'est que tu puisses parler d'un sujet qui t'intéresse. Et du coup, moi, je vais prendre la position opposée, même si, indépendamment de si je suis d'accord ou pas avec la tienne. Évidemment, on fait ça avec légèreté, bonne entente et convivialité. Et dans cet esprit, Clément, est-ce que on a vraiment besoin de JDR pour enfants? Et Est-ce que tu veux que je commence à m'exprimer ou est-ce que tu veux prendre la parole déjà? ah vas-y, commencez. Bah moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent de créer des JDR pour enfants, dans la mesure où alors ça dépend ce qu'on entend pour enfants, mais un JDR de base, je suppose qu'il faut un minimum de maturité, pas beaucoup, tu vois, mais il faut avoir conscience quand même de concepts, d'aventure, de s'éloigner de chez soi, d'affronter l'inconnu, affronter en tout cas de s'y, comment dire, enfin bon, de s'y frotter quoi. Mmh. Et honnêtement, ces concepts, ces choses, je pense que les enfants peuvent très bien les appréhender dans d'autres systèmes qui existent déjà et qui ne sont pas forcément tout public. Je pense par exemple à Donjons et Dragons, pour citer le plus connu. L'idée de créer un magicien qui va lancer des boules de feu sur des méchants, c'est un truc qui peut facilement parler à un enfant et on peut censurer les parties un peu plus sombres et un peu plus dramatiques sur un système comme Donjons et Dragons. C'est pas grave. Le jeu peut quand même marcher. Voilà ma position initiale. Et ben, ouais, moi je pense que c'est important, de pouvoir avoir, des JDR différents et en même temps, en fait, on s'était parlé de cette question avant. Ouais, bien sûr. Je la trouve super intéressante parce que c'est en fait en fait, j'ai pas complètement pensé à Donjons et Chatons, pour à destination des enfants particulièrement. Mhm. Mais quand cette ouverture vers le fait que ça pouvait être un public, d'enfants qui y jouent a germé un peu dans mon esprit, je me suis dit qu'il fallait faire en sorte que ce soit le meilleur livre possible pour. Et, et en fait, ça m'a fait me poser pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on attend en fait d'un jeu de rôle en termes ouais, en termes de complexité, d'accessibilité. Et c'est vrai qu'on a essayé de revoir tous ces potards-là pour essayer de rendre l'expérience la plus fluide possible. Et il y a aussi un truc qui, moi, m'a toujours interrogé, et on a malgré tout fait un livre qui est assez gros, mais Ouais. en fait, c'est important pour moi avant d'être passionné par le jeu de rôle, j'étais un très piètre lecteur, et je le suis encore aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, il y a vraiment une dimension qui est importante d'essayer d'apporter des livres qui soient gérables pour des personnes qui lisent pas beaucoup. Et c'est pas Mhm. forcément les enfants, en fait. Euh, et je pense que des jeux plus traditionnels, parfois, vont avoir cette rugosité, déjà, de te demander, sans parler de l'aspect financier, du côté de devoir, pour Donjons et Dragons, de devoir acheter Ouais. 3 bouquins pour commencer à jouer, Player Mhm. Handbook, Monster Manual et Dungeon, et le livre du maître, Le DM Guide, ouais. Ouais. DM Guide, ouais. Donc en fait, t'es déjà à 150 € pour commencer à jouer. Et, t'en as pour, si t'es pas un rapide dans la lecture, et qu'en plus t'y comprends rien,
ça peut être assez compliqué. Ou alors il te faut une forme de curation d'un adulte qui vienne te faire jouer. Et donc je pense qu'effectivement il y a plein d'enfants qui évoluent dans des univers geeks, rôlistes ou de jeux de plateau et qui vont avoir une ouverture plus facile à ça. Mais moi j'avoue que par exemple je suis issu d'une famille qui ne joue absolument pas, Ouais. quasiment à rien. Et en fait, j'aurais aimé avoir un espèce de bouquin un peu unique, comme ça, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'acheter toute une gamme forcément au début, tu as juste un bouquin, qui puisse un peu me prendre par la main dans ce truc-là, qui a l'air quand même, à la base, assez perché, le jeu de rôle, tu vois. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de score, on dit que c'est un jeu de société, mais c'est aussi une espèce d'expérience sociale, c'est du théâtre d'impro, je comprends pas trop. Et je pense qu'en fait, on a besoin en fait de JDR pour enfants. On a besoin en fait de JDR aussi qui sont capables d'aller capter des publics qui sont non lecteurs, non ludiques, non joueurs. Et c'est cool si on peut les capter à tous âges. Mais voilà, moi est-ce qu'il faut des JDR pour les grands enfants, tu vois. Je sais pas comment dire, mais tu vois un peu où je veux en venir là-dessus. Tout public, donc, très accessible encore. Moi, c'est le terme qui me vient. C'est ça. Une forme d'accessibilité, mais tu vois, qui soit pas et qui prennent pas non plus, qui utilisent pas forcément, enfin, qui soit pas cucu non plus, tu vois, qui est quand même un ton sérieux et parce que même quand on est gamin. On a envie de légèreté, on a envie parfois de lire des trucs très frais et ça, mais on a aussi parfois envie de se faire peur, tu vois, d'aller dans des univers qui peuvent avoir plusieurs niveaux de lecture et où en fait on peut voir des choses très belles et en même temps on se rend compte qu'il y a des choses très difficiles qui peuvent nous émouvoir, etc. Et c'est un peu ce concept-là avec ce jeu, et c'est de pouvoir proposer ça à un public jeune, quoi. Donc, et là-dessus, je crois que les moments les plus mignons que j'ai eus dans les conventions de dédicaces, j'ai eu plusieurs fois des conteuses et des conteurs qui avaient, je sais plus c'était qui était le plus jeune, mais je crois que j'ai eu des conteurs qui avaient une dizaine d'années. Je crois que ça a été jusqu'à 9 ans, mais là peut-être je me trompe. Mais j'ai eu des conteurs. Je me rappelle d'une conteuse, je me rappelle d'une conteuse qui avait 11 ans et j'étais à 11 ans, je savais pas ce que c'était le JDR. À 11 ans, alors à 11 ans, je découvrais Warhammer, les figurines. Let's go, toi aussi. Et je peignais très très mal mes Black Templars de la V3. En plus, c'est 40K. Ah ouais, j'ai commencé par 40K. J'ai commencé par le Codex Necron, perso. Mais moi, en fait, ce que j'ai trouvé... Mais en fait, je pense aussi d'ailleurs que le fait que Donjons et Chatons ait ce truc un peu de médiéval et de post-apo fantasy, ça vient du fait... Moi, je le vois un peu sur Warhammer avec son itération fantaisiste et son itération futuriste. Mais en tout cas, moi, dans Warhammer, c'est clair que Warhammer et les livres dont vous êtes le héros, ça a été toute ma jeunesse là-dessus, parce que c'était, notamment Warhammer 40 000, c'était bourré de refs de films que j'avais pas le droit de voir. Genre, j'avais pas le droit de regarder Alien et les Tyrannides. En fait, j'ai eu mes premiers chocs esthétiques par les illustrations de Feu John Blanche, qui est décédé il y a quelques jours. Et en fait, moi, ça m'a fait quelque chose quand j'ai appris la mort de John Blanche, parce que je savais que c'était des illus qui étaient pas faites pour un enfant de 9-10 ans que j'avais. Mais en fait, ça a été un choc esthétique incroyable. Et je me suis dit, ces personnes-là qui sont en train de créer cet univers de Warhammer, en fait, j'ai envie de me plonger dedans, parce que ça a l'air d'être un abysse. Alors parfois, je lisais des passages et je me dis du bouquin de règles, et je me dis, c'est quand même je comprenais pas trop le côté, ça peut être obtus par moment. Je me dis, mais c'est parce que c'était un peu interdit que j'aimais bien ça. Donc voilà. Mais pourquoi pas justement proposer des choses qui soient pas aussi
aussi raide que Warhammer 40 000 à un enfant de 11 ans, mais quand même de proposer un univers qui peut avoir de la profondeur et qui prend pas son lectorat pour des bébés, entre guillemets, voilà, qui va vraiment leur donner quelque chose à découvrir et des questions à se poser. Moi, je pense que c'est ça en fait qui m'a marqué à l'époque, c'est que je savais que j'avais pas l'âge pour, mais c'était fascinant et j'en comprenais quand même certaines, j'en retirais quelque chose esthétiquement et en termes d'univers, quoi. Alors je t'avoue, je l'avais pas vu venir, hein, la transition de Donjons et Ouais, Chatons à Warhammer 40 000 et Jaune Blanche. Elle Elle est folle. Hein. Mais, elle me plaît, elle me plaît. mais tu sais pas, mais je Ouais. pense que vraiment, enfin sans Warhammer, je dessinerais pas. Ah oui, à ce point-là. Clairement, en fait, j'ai pas une famille qui est, on va dire, de culture geek, quoi. Pas de jeux vidéo. J'ai eu Internet très tard, très peu de jeux vidéo, très peu de jeux de société, aucun jeu de rôle. Je sais absolument pas ce que c'était. Ouais. Et en fait, vraiment, l'immersion dans Warhammer et dans les livres dont vous êtes le héros notamment. Donc toujours avec le cycle par exemple de sorcerie illustré par John Blanche. Ouais. En fait, c'est mes premiers redessins, quoi. C'est vraiment bon, ça et les Tortues Ninja qui passaient à la télé. Mais voilà, c'était ma culture, on va dire, elle s'est fait par des séries d'animation et par mes lectures un peu de geek, de fantasy britannique, un peu crade. Ouais, bah Voilà. ouais. Non, mais c'est intéressant comme réflexion. Alors moi, j'ai une question pour toi. Si j'en reviens du coup à la question originale, est-ce qu'on a Ouais, vraiment ouais. besoin de JDR pour enfants? Bon, déjà, encore une fois, enfant, c'est assez large. Ça, Ouais. enfant, ça va de quoi? 5 à 11 ans, on va dire, 12 ans. J'imagine que, enfin, je sais pas si tu serais d'accord, j'imagine d'une personne à l'autre, ça peut changer. Mais justement, dans cette recherche de l'interdit, ça rejoint peut-être un peu ce que je disais. Tes parents, tu veux commencer un JDR avec ton enfant, ou tu veux, même avec des enfants, tu veux les introduire. C'est vrai que tu vois quelque chose comme Donjons et Chatons, heu, que ce soit dans la philosophie de design où tu vois que ça a été pensé tout public, ça a des valeurs positives, ça se veut très accessible dans la manière de faire et la couverture, les illustrations qui sont, très mignonnes, tout choupi. Tu dis: «Ah bah ça c'est super pour mon gamin qui a, je sais pas 8 ans, 9 ans, je on va commencer sur ça, ça va être cool». Et pareil, l'enfant, je me dis, toute chose étant égale par ailleurs, vraiment, sans supervision parentale, tu lui mets la couverture de Donjons et Chatons et à côté la couverture de D&D 5, ça va dépendre des enfants. Mais moi, je sais qu'à 9-10 ans, j'aurais vu le gros dragon rouge, j'aurais voulu le fumer, tu vois, je me serais jeté là-dessus. Ouais, carrément. Est-ce que du Mais coup, est-ce que du coup, tu vas pas un peu à l'encontre de cette découverte, de cette culture de l'interdit, du truc où tu braves les règles en créant Donjons et Chatons? mais j'aime beaucoup cette question. Et je pense Ouais. que c'est pas antinomique en fait, parce Mmh. que alors déjà dans l'univers de Donjons et Chatons, il y a des choses plus sombres. Il y a notamment un personnage qui s'appelle Sombre et qui a une Ouais. backstory assez tragique. Et faut pas oublier je le répète, hein, on joue des enfants qui se font exiler par un tyran et qui doivent ramener un trésor pour revenir, mais secrètement on espère qu'ils reviennent pas en fait. Ouais. Parce que du point de vue des chats, au dehors c'est la mort assurée en C'est une fait. mission suicide, en Donc fait, ouais. ouais, c'est censé être une quête initiatique pour le grand récit de propagande du roi Walter, mais en fait c'est une quête, c'est fait pour globalement on peut imaginer que les enfants qui sont bannis, c'est parce que ça peut être les enfants d'ennemis politiques ou simplement d'une loterie un peu cruelle ou de choses. Enfin voilà, pensez à Hunger Games ou n'importe quoi. Et c'est vraiment un acte de salopard fini. Ouais. Et donc l'univers il est beaucoup moins mignon que ça. Mais je suis d'accord qu'à la couverture, on peut se dire que le jeu va être un truc très doux et que ça. Donc ça, Mmh. dans le détail, pas tant que ça.
Ouais. Mais parce qu'à la base, hein, il était aussi, créé pour plutôt que des adultes, jeunes adultes et adultes, retombent un peu en enfance, comme s'ils regardaient des séries d'animation. C'est aussi parce que moi, je l'ai plus pensé comme ça aussi à la base. Ouais. C'était de jouer. Par contre, là où je trouve que le contrat tient toujours sur le jeu pour enfants, c'est que je pense quand même que les débuts vont être raides avec le bouquin avec le dragon dessus. Ouais. Et que, en fait, moi, le moment le plus flatteur, je reviens un peu sur mes jeunes conteurs et conteuses que j'ai eu en dédicace. Souvent, en fait, le jeu, il est sorti en 2023. Donc là, temporellement, ça fait 2-3 ans qu'il est sorti. En fait, ils ont bien joué déjà à Donjons et Chatons pour certains. Ils ont commencé, grâce un peu aussi au conseil de Donjons et Chatons à l'intérieur, à s'intéresser à d'autres jeux de rôle. Mais ils y reviennent. Parce que des fois, ils disent, ouais, quand même, préparer un truc sur un autre jeu de rôle, c'est plus long et tout. Donjons et Chatons, je connais bien. J'ai tous les scénars en tête. Et puis, je sais un peu improviser dessus. Voilà. En fait, ça devient un peu leur doudou. Et un jeu qui les a un peu formés à une certaine façon de maîtriser et à une certaine légèreté. Et en fait, moi, le plus beau truc qu'on puisse me dire, en fait, si je rencontre dans quelques années des pré-ados qui me disent bon, maintenant frère, je fais que du Pathfinder deuxième édition ou du Warhammer, mais j'ai bien aimé ton jeu à l'époque quand j'étais gamin, mes parents ils m'y faisaient jouer. Et j'ai gagné. En fait, c'est trop bien. Je en fait, très bien, parce que je reviens à moi qui n'arrive pas à rentrer dans ces univers ludiques et en fait reste avec mes livres dont vous êtes le héros et ma V3 de Warhammer 40 000. J'aurais aimé, tu vois, connaître le jeu de rôle par un jeu comme ça. Et après, en fait, j'aurais enchaîné tous les univers derrière, quoi. Donc, non, c'est pas du tout antinomique. Par contre, c'est vrai que il y a chez les enfants, pour certains en tout cas, je pense, un goût de la transgression, d'aller chercher le truc où il y a plus de bagarres sur la pochette, un truc qui fasse pas enfantin. Ils ont cette envie-là. Je pense qu'on y répond en partie avec ce jeu. Surtout quand on rentre un peu dans le détail, tu peux vraiment y trouver ton compte, à mon humble avis, et trouver justement des niveaux de lecture. Mais même si après ils partent sur des jeux plus complexes ou plus sombres et tout, moi je serais super content. Je me dis, en fait j'ai démocratisé le jeu de rôle. Et même pour ça, la série d'animation qu'on est en train de faire, je sais pas du tout si elle va marcher. Là, elle sort en fin d'année. Je sais pas du tout ce que ça va donner et tout. Mais en fait, si ça fait germer dans la tête des gens qu'en fait c'est lié à un univers de fantasy et qu'il existe un jeu pour jouer dedans et qui commence à s'intéresser au jeu de rôle par cette série d'animation, j'ai gagné aussi. Enfin, c'est trop bien. C'est juste de mettre en avant ce média que, comme je le disais un peu avant, moi, il y a très peu d'autres médiums qui m'ont autant touché que le jeu de rôle et l'animation dans ma vie, quoi. Ça a commencé par l'animation, mais en fait, le jeu de rôle, ça a été un peu une deuxième épiphanie. Donc je pense réellement qu'il y a besoin d'avoir des jeux qui t'aident à rentrer dans cet univers, quel que soit ton âge. Mais c'est vrai que tôt, c'est bien aussi, quoi. C'est une perspective que je trouve assez inspirante. Et je te souhaite, à la fois à toi et à ces éventuels futurs rôlistes, de trouver du coup leur donjon et chaton, ou en tout cas leur porte d'entrée dans cet univers. Mais oui, il y a plein de jeux très sympas. Je peux en citer quelques-uns. Il y a notamment un très chouette jeu qui s'appelle Trouilleville, qui est aussi très très bien, que je trouve très très chouette dans cette idée-là. Qui est plutôt cool. Et là, d'autres sont en train de m'échapper, évidemment, alors que j'y pense. C'est vrai que j'ai... Ouais, c'est toujours moi. Non, mais si, quand même, j'avais cité... le jeu Tale of Equestria, donc le jeu Mon Petit Poney. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. qui est mécaniquement assez solide. C'est juste que l'univers est peut-être un tout petit peu trop cute pour moi. J'aime bien quand il y a un peu plus de sombritude et de tristesse. Mais Mon Petit Poney, c'est un jeu qui est assez solide et qui, je trouve, se moque pas de son lectorat. C'est un jeu qui fonctionne assez bien et qui est plutôt fun à jouer. Voilà. Ok. Clément, merci beaucoup pour ces perspectives. Je te propose qu'on aille à la conclusion
avec la partie 7, un petit conseil de fin. C'est le mot de la fin qui te revient, l'invité, un message ou un conseil que tu veux donner aux rôlistes chevronnés ou en devenir qui nous écoutent. Et c'est aussi là, le chat, si vous avez des questions ou des réflexions, c'est le moment, on va les prendre maintenant. Est-ce que tu veux que je te laisse un petit peu de temps peut-être pour réfléchir, parce que je sais qu'à froid, là, comme ça peut être intimidant, ou est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux nous dire pour le mot de la fin, le conseil de fin? Non, non, je pense que je sais. Le conseil que j'aurais, c'est de ne pas hésiter à. Alors, si vous faites du jeu de rôle, c'est super. Si vous faites pas de jeu de rôle, faites-en. C'est super. Voilà, Ok. dans tous les cas, intéressez-vous au jeu de rôle, premier conseil. Et intéressez-vous aux petites publications. Vous pouvez complètement avoir votre gros jeu doudou, votre gamme de cœur, ou même plusieurs, hein, c'est vraiment le jeu, vous faites tourner ça tout le temps. Mais intéressez-vous un petit peu à, voilà, au, au courant alternatif, aux jeux de Com Martin, de Vivienne Féasson, de Melville, voilà, de Joanne Scipion pour Sombre. Mhm. En fait, je pense que c'est un. Moi, j'ai découvert le jeu de rôle par les indés. Et en fait, c'est ce qui m'a tout de suite donné envie d'en créer un aussi, parce que j'y ai trouvé quelque chose de très vivace en termes de créativité, euh, quelque chose d'hyper sincère et touchant à chaque fois dans les propositions. Et je pense que le fait d'aller vers le jeu de rôle indépendant aussi, ça peut t'ouvrir des perspectives sur ta propre pratique du jeu. Et être un peu mis même en écho à la façon dont tu joues à des jeux plus traditionnels, peut-être même rebattre un peu les cartes là-dessus. Ça, ce serait vraiment le conseil, c'est de lire un maximum de jeux indépendants. Souvent en plus ils sont moins chers, donc c'est plus facile d'accéder à ces univers sans casser trop sa tirelire. Et aussi, ce qui est vachement bien, surtout si vous êtes beaucoup meneur de jeu, ce qui n'est pas forcément mon cas, moi je suis souvent joueur, mais c'est là où j'allais en venir. Essayez d'être, même si vous êtes meneur, essayez d'être joueur et joueuse à des nouvelles tables et de bien regarder ce que font les meneurs ou les conteuses, pour revenir au terme de Donjons et Chatons. Parce que je trouve qu'on apprend énormément de la façon dont les univers sont présentés par les conteuses. Et j'aime bien notamment jouer avec l'auteur ou l'autrice d'un jeu qui le mène. Je trouve ça super intéressant. Mais parfois aussi simplement avec une conteuse différente. Je trouve qu'on apprend énormément à l'observation, à la gestion du rythme, à l'emphase que telle ou telle personne fait sur les règles ou l'ambiance. Euh, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on va avoir des préférences, mais en fait, je trouve que c'est pas. Par exemple, un meneur qui va être plus analytique, plus dans un world building, mais qui roleplay pas, eh ben, ça va en fait. Ça peut provoquer des choses très intéressantes. Voilà. Moi, je suis très content d'avoir des tables régulières avec différentes personnes. Et quand je vais en convention, j'essaye, quand c'est possible, de faire une petite partie avec quelqu'un. Voilà, juste pour voir un peu comment les personnes font. Je pense que c'est super important. Ok, ok. Les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Encore un grand merci à notre invité d'être venu nous parler de Donjons et Chatons, une fenêtre dans le monde et l'univers du coup de Clément de Ruyter. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Oui, alors j'ai pas de pseudo sur les internets, donc le plus simple c'est mon Instagram. Donc je pense que si vous tapez Clément de Ruyter, vous allez me trouver. C'est une petite miniature avec un chat à la fourrure bleue. Et voilà, donc je poste un peu de dessin dessus, un peu moins qu'avant, où c'était trop souvent. J'avais un peu la maladie des réseaux, où je voulais des likes et partager des trucs à tout prix. Mais voilà, je partage quand même plein de choses là-bas et il y aura toutes les actualités. Je relayerai en fait toutes les actualités de l'éditeur dessus et notamment des suppléments que je suis en train d'illustrer. On a des nouveaux autoristes dessus, donc je suis très très content. On a des nouvelles personnes qui arrivent et donc j'ai très hâte de pouvoir voilà, dévoiler les couvertures et les personnes impliquées.
qui ont fait un travail super. Et voilà, ça me fait très plaisir. Donc Instagram, quoi. Ça marche. Bah, du coup, j'ai mis le lien du Instagram dans le chat. Je le mettrai dans la description. C'est bien normal. Encore merci à toi d'être venu. Pour ma part, je vais vous dire à tous et à toutes au revoir. J'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans de nouvelles aventures. C'était Et pourquoi tu joues pas à, l'émission où on lance des dés et des idées. J'ai eu le plaisir d'être votre hôte, Pomme la Pomme, et je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance dans vos futures aventures.